Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce milieu de semaine, juste avant la 10e semaine de compétition NFL. Nous sommes à 53% exactement des matchs joués depuis le début de la saison. Nous sommes donc à la mi-saison NFL, l'occasion pour nous de remettre nos smokings et nos awards de mi-saison. Nous allons donc donner nos titres MVP, joueur offensif, joueur défensif, rookie offensif, rookie défensif, coach et comeback player de la mi-saison, puisque nous n'allons pas faire forcément la saison entière. Alors on précise que ce ne sera pas des projections forcément sur ce qui se passera à la fin de la saison, mais bien jugé uniquement sur les performances faites sur cette première moitié de saison. Avec moi pour remettre ces awards, mes trois autres maîtres de cérémonie, mon cher Yaya. Salut Yaya, comment tu vas ? Salut Flav, salut à tous les auditeurs. Bah écoute, ça va très bien. J'ai mis mon nœud papillon, mon smoking, j'ai ciré mes chaussures et j'ai. Ça change de cirer le banc, ça. Est-ce que tu as changé de sous-vêtements aussi, Yaya, pour savoir? Non, parce que je garde toujours le même. Il change qu'à Thanksgiving. Je me disais aussi. Exactement. En fait, tu vois, je suis superstitieux, donc j'ai toujours les mêmes pour tous les matchs. Et il change à chaque touchdown au MetLife de Daniel Jones. Autant dire que ça faisait 672 jours qu'il n'avait pas changé. Alors, il y a aussi une chose, c'est que normalement, je n'en mets pas. Voilà, ça, c'est un autre problème. Mon cher Jordan, tu as déjà l'air dépité. Comment ça va, mon Jordan ? Bah écoute, ça va très bien. Alors je tiens quand même à un peu rétablir la vérité. Il n'a pas mis de smoking, heureusement. En revanche, moi personnellement, je porte une très belle casquette des Ducks d'Anaheim. Voilà, que vous ne pouvez pas voir parce qu'elle est de. L'occasion de Je la dire porte que à l'envers. la NHL est aussi, il y a aussi de la NHL sur TFA, bien évidemment. Exactement. Et en tout cas, j'ai mis une des mes plus belles casquettes de ma collection. Et voilà. Et pourtant, il est bien en intérieur. Hein. Il n'est pas sous le soleil de la Floride ou je ne sais quoi. Non, non, il est bien en intérieur. Et mon cher Seb, notre Californien préféré avec ses cheveux longs. Salut mon Seb, comment ça va ? Salut Flav, salut Yaya, salut Jordan. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien, écoute, au défaut de soleil de Californie, je suis sous le soleil de la Côte d'Azur, pas en extérieur, hein, parce que là, il fait nuit quand même. Hein, on enregistre le soir. Awards de mi-saison, tu vois, moi je trouve que c'est chouette parce que pour une fois, c'est pas le podcast de la déprime et ça me change un peu de mes mercredis. Hein, t'inquiète pas, on va vite revenir au first pick de la draft 2025. Ça va vite revenir. Je sens un petit coup de teasing là. Oui, tu peux le sentir. Alors juste avant de commencer ces awards de mi-saison, je voudrais faire un petit bonjour tout particulier parce que on a eu l'occasion avec Charles d'avoir Charles, notre grand chef à tous, le grand Sachem, le grand mufti, sa sainteté suprême, l'occasion d'avoir la localisation des gens qui nous écoutent. Et alors évidemment, il y en a beaucoup en France, mais on a aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent depuis la Suisse, notamment. Donc on va faire un bonjour à tous les Suisses. On a même des gens qui nous écoutent depuis le Maroc, depuis la Suède, depuis le Canada. Donc voilà, tous ces pays-là, on les salue, parce qu'on salue bien sûr les Français aussi et les francophones, hein, mais c'est rigolo de voir qu'il y a des gens, et il n'y en a pas qu'un, hein, des Suédois, on a plus de 60 Suédois qui nous écoutent. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Hein, voilà. Donc salut aux Suédois, salut aux Suisses, salut aux Belges, salut à tous ceux qui nous écoutent aussi hors de France. Voilà. Et Yaya va pouvoir sortir son plus bel anglais pour que comme ça il puisse nous parler un petit peu au niveau international. Il va faire le podcast en anglais, Yaya, je le sens bien pour aujourd'hui. If you want, I can speak English as soon as you want. Voilà. À mon avis, c'est mon accent anglais qui a ramené du monde à l'international. Mais enfin bon, bref. Surtout quand tu as interviewé coach Mathioli. Tout à fait. C'est un autre débat pour un autre jour, comme dirait Waik. Alors, les amis, on commence par le MVP. Ce que je vous propose, c'est que vous allez me donner votre choix de MVP, et puis ensuite, on va donner le favori actuellement selon les bookmakers, pour savoir, évidemment, qui pour l'instant tient la corde. Et pour le MVP, c'est serré. Mon Seb, tu prends qui, toi ? Alors moi, je vais faire preuve d'une grande originalité. Je vais choisir Lamar Jackson, mesdames et messieurs. Un quarterback, ça y est. Un quarterback. Ah bah ça alors. Mais quelle surprenance, hein, pour le titre de MVP. Je choisis Lamar Jackson qui a déjà lancé 2379 yards, 20 touchdowns
et 2 interceptions, 120,7 yards de rating jusqu'ici à cette mi-saison, 8,9 yards en moyenne par tentative de passe. Et puis, comme il y en a encore un peu, vous me rajouterez 505 yards au sol et 2 touchdowns. Il a énormément bénéficié, bien sûr, de l'arrivée de Derrick Henry, mais il reste le quarterback le plus explosif de la ligue. Et surtout, il est, avec ce renfort de Derrick Henry, il est devenu capable de donner à son club ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. C'est-à-dire qu'il n'a plus à forcer ses courses. Ses courses sont réellement une arme supplémentaire et il vit actuellement la meilleure saison de sa carrière. Et tu avais dit qu'on ferait pas de projection, donc bien sûr, j'ai fait des projections. On parle pour lui d'une saison à 4460 yards, 36 touchdowns et 4 interceptions à la passe et à 1065 yards au sol. Et si il y non seulement il est moins MVP de mi-saison, mais s'il parvient à atteindre ces chiffres, je ne vois pas comment le titre de MVP de la saison pourrait lui échapper. Mon cher Yaya, Oui. Lamar Jackson aussi? J'aurais aimé, mais j'ai décidé d'être un peu original et étant donné qu'il a gagné l'an passé pour faire le back-to-back, il faut remonter d'un petit step. Moi, il est quand même remonté par rapport à l'an dernier. Si l'an dernier il est MVP, la saison de cette année, en toute logique, il doit l'être aussi. Oui, je suis d'accord, mais je savais qu'il allait revenir dans le pod, mais moi je voulais mettre quelqu'un en avant, c'est Jared Goff. Ouais. Pour souligner la bonne saison des Lions. J'ai toujours été extrêmement critique sur cette équipe. Bon, ils sont en train de me faire taire. Cette victoire, une défaite. À l'heure actuelle, notre ami Jared Goff, c'est 211 tentatives, 158 complétées, 1840 yards. Il force pas son talent. 14 touchdowns, 4 interceptions et un rating de 115. Écoute, j'ai envie de dire, ça, tout roule. 74,9% de passes complétées pour Jared Goff, c'est 2 points de plus que le deuxième, Tua Tagovailoa, avec 72% de passes complétées. C'est vraiment une saison énorme. Et effectivement, Jared Goff qui est, on le verra tout à l'heure avec le classement des bookmakers, mais qui est pas dans les tout premiers choix pour le titre de MVP, alors qu'effectivement, je vais en reparler juste après, mais historiquement, ces dernières années, les quarterbacks qui ont gagné soit la NFC, soit l'AFC à la fin de la saison régulière ont plutôt été choisis. Et comme les Lions semblent en bonne position pour aller chercher la NFC, c'est pas un choix qui semble si déconnant que ça d'aller chercher Jared Goff. Et oui, parce que je vous écoute, monsieur. Vous l'avez dit hier ce mardi dans le live, avant-hier, dans le live, Mister Flav. Tout à fait. Jordan, Kirk Cousins? Alors non, pas pour cette catégorie. Ryan, voilà. Donc en fait, il est à 0 yard pour 0 touchdown et 0 interception. Mais c'est Matt Ryan. Blague à part, j'avais aussi mis Lamar Jackson et Jared Goff. Pour moi, qui me paraissent être les deux, on va dire, principaux protagonistes de cette course. Pour compléter un petit peu ce qui a été dit sur Jared Goff, je crois qu'il n'a aucun match avec en dessous de 70% de passes complétées. Ce qui pourrait jouer, en tout cas pour la mi-saison, ce qui pourrait jouer en la défaveur quand même de Lamar Jackson, c'est que ses 2 premières rencontres, donc celle contre les Chiefs et contre les Raiders, n'étaient pas tip-top. Il a été bien meilleur après. Mais voilà, les 2 sont très bons. En troisième, je dirais Laron, et qui, je pense, va revenir dans les choix pour le Offensive Player of the Year. Ça pourrait être Derrick Henry, qui, pour l'instant, s'est quand même mis sur les bons rails, sans mauvais jeu de mots, pour faire une saison stratosphérique en termes de running back. Et ce qu'il montre chaque semaine à la télé est quand même incroyable. Mais voilà, moi je pense que ça va se jouer peut-être entre ces 3-là, mais je pense que Derrick Henry, on va sans doute le retrouver aussi pour le candidat d'Offensive Player of the Year. Alors, on a, avant de parler de Derrick Henry, parce qu'il y a un vrai débat, et on l'a déjà eu l'an dernier, avec Christian McCaffrey sur le titre de MVP, et on s'apprête à avoir le même avec Derrick Henry cette saison. Pour l'instant, le favori chez certains bookmakers étrangers pour le titre de MVP, c'est Josh Allen,
des Bills de Buffalo. Il est grosso modo à égalité ou juste devant Lamar Jackson. Chez certains bookmakers, il est derrière, d'autres, il est devant. En gros, ils sont à égalité tous les deux sur la moyenne, Lamar Jackson et Josh Allen. Josh Allen qui réussit lui aussi un très bon début de saison. Déjà plus de 2 milliards à la passe, 64% de passes complétées, 17 touchdowns et seulement 2 interceptions. La première interception, je crois que c'était en semaine 8 contre Seattle, si je dis pas de bêtises. Donc, il a fait une autre avant. C'était une avant parce que contre Seattle. Bah non. Il y a Seattle et il y a Miami la semaine dernière. Ah oui, c'est ça, oui. Autant pour moi. Oui. Ouais, donc pendant 7 semaines, il n'avait pas été intercepté alors que c'était son péché mignon de perdre des ballons et les turnovers de Josh Allen. Pour l'instant, il fait partie des favoris et le troisième dans le classement des favoris des bookmakers, c'est Patrick Mahomes, le quarterback des Chiefs de Kansas City. Alors, les statistiques de Patrick Mahomes ne sont pas excellentes en ce début de saison, ça là-dessus tout le monde est d'accord. Et je pense que si jamais les Chiefs terminent la saison, alors on va prendre un truc là, une projection folle entre guillemets, mais s'ils finissent la saison invaincus, ça va être dur de pas lui donner le titre de MVP. Mais en même temps, s'il reste avec ces statistiques-là, ça va faire parler. Tout de suite, parce que là, c'est vraiment, on en a déjà parlé l'an dernier, l'année d'avant, mais moi, le titre de MVP, je l'entends vraiment comme un joueur qui met en valeur son équipe, qui l'a fait presque possiblement dépasser les attentes, tu vois. Dans ce sens-là, un Derrick Henry, voire même, on en parlera pour le rookie offensif, je pense, mais un Jayden Daniels, me semble plus légitime, tu vois. Là, pour le coup, Patrick Mahomes, vu ses statistiques actuelles, c'est difficile de le mettre MVP quand même, non? C'est évident. Je sais s'il reste sur ce niveau-là, attention. On n'est pas en train de dire que Patrick Mahomes rate sa saison. Je mets un petit disclaimer parce que je veux pas après qu'on ait notre Twitter qui s'enflamme et qu'on nous fasse dire des choses qu'on n'a pas dites. C'est vrai que le cas de figure du 17-0, ça plaiderait en sa faveur. D'un autre côté, si tu as un Buffalo ou un Baltimore qui se hissent au moins en finale de conférence et avec leurs quarterbacks respectifs qui gardent les stats stratosphériques que l'on a évoqués plus tôt, le choix va être délicat. Hein. Ça va presque être un enjeu politique au niveau NFL. Là. Il faut rappeler que les votes sont faits exclusivement sur la saison régulière, mais que les trophées sont remis juste avant le Super Bowl. Donc généralement, la post-saison a quand même il y a un petit biais quoi, quand même qui s'est fait avec la post-saison. Ça peut arriver. Alors, donc on parle Josh Allen, Lamar Jackson. On va mettre ces deux-là et plutôt pour vous Lamar Jackson. Ou si j'ai tout compris. C'est bien ça? J'ai bien résumé. Oui, mais moi il y a le biais de vainqueur de la conférence aussi. Hein, oui. Voilà, même si Lamar Jackson n'a pas gagné. Il n'a pas gagné l'an passé, je crois pas. Je me souviens plus. Lamar Jackson était MVP l'an dernier. Ouais, mais il n'était pas. Ils n'étaient pas forcés. Si, ils étaient forcés. Oui, parce que Kansas City va les battre à Baltimore. Oui, c'est vrai. Exact. Ça passe trop vite. Eh oui, c'est comme ça. Et en 2022, Patrick Mahomes était aussi en first seed. Et je crois même qu'en 2021, quand Aaron Rodgers le gagne, les Packers étaient aussi en first seed. Il faudrait vérifier, mais ça me semble pas impossible. D'ailleurs, le dernier back-to-back MVP, c'était Aaron Rodgers, 2020 et 2021. Si je ne dis pas d'ânerie, ce qui ne serait pas impossible. Mais enfin, je crois pas. C'était il n'y a pas trop longtemps encore. Donc ça, je vais pouvoir m'en souvenir. Bon, les amis, passons aux joueurs offensifs de l'année, qui est, bon, on va pas se le cacher, généralement, la récompense donnée au non-quarterback, au meilleur joueur non-quarterback offensif de l'année. D'ailleurs, ça commence un peu à m'escagasser. Disons-le clairement, ce côté MVP pour les quarterbacks et l'autre consolation pour le joueur offensif, parce que ça veut dire que même, tu as le deuxième meilleur quarterback, il n'a pas le droit, lui, au joueur offensif de l'année. C'est forcément pour un receveur ou un running back, tu vois. En fait, on devrait l'appeler le receveur offensif de l'année ou le running back offensif de l'année, plutôt le joueur offensif, ce serait plus simple. Bref, j'ai fini de m'énerver sur mon monologue. Bon, Yaya, tu mets qui en joueur offensif? Il a été cité Derrick Henry. Ouais. C'est difficile de pas lui donner de trophée. Un petit peu à l'image de, c'était qui le Puka Nacua l'an dernier, le joueur offensif. Non, c'était le rookie. Non, si c'était rookie offensif de l'année. L'année dernière, c'était CMC.
C'était CMC. Ah ouais, c'était CMC, oui, évidemment. Enfin. Évidemment. Alors, non, il y avait eu un débat entre Puka Nacua et CJ Stroud sur les rookies aussi. Ouais, je vais quand même mettre une petite différence avec CMC l'an passé, c'est que CMC avait un impact sur le jeu de réception, le jeu de passe, un peu plus important que notre ami Derrick Henry. Enfin, vu qu'il ramasse 120 yards par match, le Derrick Henry, si en plus il se met à faire des réceptions... on est d'accord. Et puis après, il y avait la série de CMC, de nombre de matchs avec au moins un touchdown. Bah là, elle est bien partie aussi, puisqu'il est à 9. Hein. Et oui, il est à 9, tout à fait, mais il n'est pas encore aussi haut. On va voir comment ça va tourner. Il a plusieurs matchs à 2 touchdowns au moins. Bon, voilà. Alors, de mémoire, Seb, il va nous faire son plan stat, mais je crois qu'il est au moins à 5 matchs avec 100 yards. Il n'y a qu'un seul match où il n'a pas fait 70 yards au minimum. Bref, c'est des statistiques complètement délirantes. 5 matchs à 100 yards. Il y a le premier match de la saison où il bloque le compteur à 46, la défaite contre Kansas City. Mais il marque. La semaine d'après, contre les Raiders, il bloque le compteur à 84, mais il marque. Et puis après, il fait 2 perfs géantes, une fois contre Dallas, 151 yards de touchdown. Et puis la semaine d'après, contre Buffalo, où il court 199 yards. Et en effet, depuis, il n'est pas descendu en dessous des 73 yards au sol sur un match. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Jordan, toi aussi, je te redonne la parole après, c'est bien évidemment. Mais Jordan oui, je trouve que c'est un peu un no-brainer pour le coup. Il est au-dessus de tout le monde. Et comme tu le disais, l'Offensive Player of the Year, en fait, c'est pour le mec qui ne gagne pas le titre de MVP. Hein. Le meilleur des non-quarterbacks, moi j'appelle ça. Ouais, voilà. Mais non, je vois pas d'autre que Derrick Henry qui pourrait. Moi j'en vois un. Toi t'en vois un. Ouais, l'avoir. Alors c'est Saquon Barkley. Quitte à donner un running back, autant le donner à Derrick Henry du coup. Ouais, mais c'est comme Barkley. Il est très télégénique, Saquon Barkley. Il fait des trucs de fou, tu vois. Et puis il fait une très bonne saison à Philadelphie. Hein. Mais malheureusement, sur les stats purs, pour moi, Derrick gagne. Mais oui, ça reste peut-être le concurrent numéro 2 le plus viable, je pense. C'est ça. Seb ouais, ça après, voilà, moi je vais me ranger à la vie de Jordan sur ce coup-là. Saquon Barkley, numéro 2, oui, mais seulement numéro 2. Il y a 100 yards d'écart, il y a plus de 100 yards d'écart entre les deux au sol. Il y a plus de 100 yards d'écart. Mais Saquon doit être mieux en réception, non? Il doit être mieux en réception, mais une fois de plus, voilà, ce point-là, Derrick Henry, la réception, ça n'a jamais fait partie de son jeu. Hein. Il n'est pas connu pour ça. C'est marrant parce que je crois que c'était contre les Buccaneers de Tampa Bay, si je dis pas de bêtises. Il n'avait pas marqué au sol Derrick Henry, et il en était dans le 4e quart-temps, et ils ont utilisé un jeu un peu particulier, les Ravens, et il a marqué en réception. Du coup, sur ce match-là, il me semble que c'était contre les Buccaneers, hein, si je me dis pas de bêtises, en semaine 7 ou quelque chose comme ça. Et il a pas eu de touchdown au sol ce soir-là, mais il a marqué en réception à 6 ou 7 minutes de la fin du match. Et c'est la seule réception qu'il fait du match. Voilà. Donc le jeu de passe, ça a jamais fait partie d'une dimension qu'il a apportée au jeu, mais c'est pas, ça n'a rien de grave. C'est pas ce type de joueur. Voilà, c'est pas ce type de joueur hybride. Donc oui, bien sûr, c'est mon choix, Saquon Barkley. Et puis un choix qui était qui là nous paraît évident, mais il faut quand même se rappeler que il part de Tennessee, il a passé les 30 ans, et mettre beaucoup d'argent sur un running back de 30 ans passés, sur le papier, c'est pas forcément un pari gagné d'avance. Bon, là, le pari est gagnant pour Baltimore. Sur cette saison, il rafute cet argument de l'agisme de la même façon qu'il stiff-arme les défenseurs adverses. Et il est peut-être à la pièce manquante pour les ambitions de Super Bowl des Ravens.
Alors, au niveau des bookmakers, on a Derrick Henry qui est en tête, c'est pas trop une surprise. Saquon Barkley qui est en deuxième position. Justin Jefferson qui est pour l'instant troisième. Et Lamar Jackson qui est quatrième en offensive. Parce qu'ils se disent peut-être que si Josh Allen, finalement, ou Patrick Mahomes a le titre. Parce que c'est ça aussi. Imaginons que Josh Allen ou Patrick Mahomes soient titrés MVP. Du coup, Lamar Jackson, on le met à la poubelle. Oui. Bah non, malheureusement non. Moi, on le met offensive player of the year. Moi, je pense qu'il sera MVP. Donc après, est-ce qu'ils voudront donner aux Ravens et le MVP et le voilà. player of the Bah year? non, mais là, oui. Ah oui, c'est dans le cas où Lamar Jackson est MVP, est-ce qu'il Oui, voilà. Derrick Henry ouais. Mais moi, c'est dans le cas, imaginons Patrick Mahomes est MVP, est-ce que finalement, on mettrait pas Lamar Jackson offensive player of the year à la place de Derrick Henry? Ah, ça serait quand même inédit. Hein. C'est pas, tu vois, C'est quand même c'est pas fou comme truc. Parce que tu vois, du coup, le mec qui est favori pour le MVP, s'il l'a pas, il a plus rien, quoi, tu vois. C'est bizarre, quand on y pense. Ouais, bon voilà, j'ai mis un peu le bazar avec ma théorie la fumeuse, mais bon, Oui. Bon, on va être simple, on va mettre à Derrick Henry et à Lamar Jackson, comme ça au moins c'est très simple, et ça nous permet une nouvelle fois de faire un coucou à tous les fans des Ravens qui nous écoutent nombreux, pas de la Suède, pas du Maroc, mais ils nous écoutent nombreux quand même, et ça nous fait plaisir. Le joueur défensif de l'année, le meilleur de la défense, un titre qui est souvent, qui revient souvent bon, je veux pas dire au même. Non, je veux pas dire au même. Oui, voilà, notamment. Et d'ailleurs, qui est favori? Voilà, je vous le donne en mille. C'est étonnant. Mon cher Jordan, TJ Watt pour toi? Alors non, j'ai pas mis TJ Watt parce que je voulais être un hipster, mais on va rester dans l'AFC Nord pour le coup, on change pas de division. Moi, j'ai choisi pour l'instant Trey Hendrickson, qui fait quand même une très bonne saison dans une équipe pas très bonne. Donc c'est tout à son honneur. Il a déjà 11 sacs. Il pèse vraiment sur les lignes offensives. Il est, je dirais, la seule peut-être satisfaction défensivement parlant des Bengals. Il fait une très bonne saison. J'aurais bien aimé le voir dans une bien meilleure équipe à l'issue du coup de la trade deadline, mais malheureusement, il restera aux Bengals. Mais en tout cas. Malheureusement pour lui, surtout. Oui, lui aussi en début de saison, il se voyait bien ailleurs. Hein, j'ai cru comprendre. Ouais. J'ai cru comprendre. Mais oui, non, TJ Watt reste un candidat aussi potentiel. Et pour ne pas mettre que des leaders en sac, même si TJ Watt, on a finalement que 6, entre guillemets, que 6,5. J'aime bien aussi, je trouve aussi vraiment que Jesse Bates au poste de safety fait des trucs absolument incroyables. En tout cas, en termes de clutch, de capacité à être clutch, Jesse Bates est vraiment la soupape de sécurité des Falcons et il a offert à cette équipe sans doute au moins 3 ou 4 victoires sur les 6 qu'ils ont. Alors c'est marrant ce titre de joueur défensif de l'année parce qu'en fait c'est peut-être le trophée qui s'annonçait comme l'un des moins disputés de la ligue, parce que tout le monde était parti évidemment sur Aidan Hutchinson, qui avait réalisé un début de saison absolument exceptionnel avec les Lions de Détroit. Sauf que voilà, Aidan Hutchinson s'est blessé pendant la saison et que ça a rebattu complètement les cartes de ce joueur défensif de l'année, parce que je pense que s'il n'avait pas eu sa double fracture, à mon avis, bon, les cotes n'auraient pas été celles qu'elles sont actuellement chez les bookmakers. Ah oui, il était il était largement au-dessus, là, pour le coup. Je pense qu'il n'y avait pas de débat. Bon, Seb, t'as mis qui, toi? Eh bien, moi aussi, j'ai choisi un défenseur de ligne. Moi aussi, j'ai choisi un très bon joueur qui évolue dans un mauvais club. Messieurs, je tiens à vous présenter le Defensive Player of the Year, ou du moins de la mid-season. C'est Dexter Lawrence, le defensive tackle des Giants, avec 9 sacs, 32 pressions. Il est leader de la ligue en la matière. Ce sont des chiffres très rares pour un joueur à l'extérieur de la ligne. C'est vrai que Hendrickson a 2 sacs de plus, mais Hendrickson, c'est un defensive end et c'est excessivement rare de voir un defensive tackle à 9 sacs à ce moment-là. Et je pense même que Lawrence, qui n'a que 26 ans, il est peut-être en train de redéfinir le poste de defensive tackle. Donc,
pour moi, c'est mon mid-season Defensive Player of the Year et je ne serais pas étonné qu'il soit Defensive Player of the Year parce qu'il est tout de même aussi du côté des Giants. Déjà, je pense qu'il n'est pas étranger à la performance défensive générale des Giants actuellement, qui n'est pas mauvaise et qu'il est l'une des raisons d'espérer pour ce club. Voilà. Donc, et je vois Yaya opiner du chef. Donc au passage, je suis très content qu'Yaya approuve mon choix, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure. Voilà. Bon, ce serait le premier titre en 20 ans pour les Giants, ce serait déjà une plutôt bonne chose. Non, mais le lance pas, Flav, fais pas ça. Arrête, arrête, on va faire le tour. Non, Yaya, tu ne réponds pas, stop. Alors attendez, je vais mettre fin à ça. Les Giants ont gagné en 2012, donc ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas eu de titre. Voilà. Alors, toi, t'en as eu jamais. Ouais, mais j'ai rien dit, moi, j'ai été évacué. J'ai rien dit. Me demandez rien, j'ai rien dit. Flav, Seb, le siècle dernier. Bon, bah voilà. Merci. Merci. Voilà. Oui, mais pareil, j'ai rien dit. Je me fais allumer dans la rédaction de TFA. Bonjour, quoi. Alors, dans la rédaction de TFA, Raph, il y a 9 mois, tu vois. Bon. Oui, mais alors, excuse-moi, il a découvert le football il y a 2 ans. C'est un bandwagon. On y touche pas. Allez, hop. Avec Jean, on les met dans le même wagon. Tu vas voir. Patrick Mahomes se blesse. Allez, on va être fan des Lions. Allez hop, c'est parti. Mais moi, je trouve que dans cette rédaction, tu vois, ce groupe vit bien au niveau foot US. Il n'y a pas de conflit. Non, pourquoi je dis ça? Alors, en fait, c'était juste une balle perdue pour Jean qui se moque régulièrement de moi par message privé. Voilà. Alors que c'est un amour, Jean. Il s'acharne sur une personne âgée, c'est une... Raph aussi, d'ailleurs. Donc, que ce soit Jean ou Raph, on vous salue bien. Mais on vous aime. On salue tous les petits nouveaux de la rédaction. Voilà. Si on vous aimait pas, on vous chambrerait pas. Oui, voilà. Tout à fait. Mon cher Yaya, t'as pris qui? Est-ce que j'ose demander? Bah oui, est-ce que j'ose demander? Sexy Dexy, effectivement, le fait qu'il soit défensif tackle et 9 sacs, c'est énorme. C'est la clé de voûte de la défense. En plus, dans le vestiaire, il règle les conflits à coups de baffe. Ceux qui veulle pas plaquer. Ah oui, non, mais complètement. Donc, non, pour moi, c'est lui, c'est même pas. C'est le premier que j'ai pensé sur la liste. J'ai pensé aussi à un ancien Giant, parce que Jordan parlait de Betts. Ben, il y a aussi Xavier McKinney qui fait beaucoup d'interceptions cette année, mais on sait très bien que c'est surtout des défenseurs qui font des sacs qui sont pour le Defensive Player of the Year. Alors, pour les bookmakers, le favori, pas si nettement que ça, mais relativement favori, c'est TJ Watt des Steelers, et il devance Chris Jones des Chiefs de Kansas City. Alors moi j'ai du mal à le donner à Chris Jones devant Dexter Lawrence par exemple, tu vois, mais enfin bon, pourquoi pas. Dexter Lawrence est 3e, Will Anderson 4e et Trey Hendrickson 5e dans le classement des bookmakers. Bon, c'est vrai qu'il y a Will Anderson pour sa 2e saison aussi chez les Texans, fait aussi une jolie saison. Mais est-ce que ça suffira pour aller chercher TJ Watt? Chris Jones 2e, à mon avis, c'est pour la performance globale de la défense de Kansas City qui fait que forcément complètement ils mettent un défenseur dedans, tu vois. Mais voilà. Après, j'ai rien contre Chris Jones qui est un excellent joueur, qu'on s'entende bien. C'est pas ce que tu dis hors antenne quand même. Alors si, de lui, si, je dis ça. Après, il y a des joueurs de ligne que j'ai essayé de chambrer du côté des Mousquetaires. Bon, quand je me suis retrouvé à côté, j'ai arrêté. Voilà. Alors Flav, Chris Jones, c'est 1m98 et 141 kg. C'est pour ça que j'ai vite arrêté. C'est bon. Tu dis qu'il est très bon. Ça s'appelle la peur, oui, tout à fait. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à avoir peur. Alors, les amis, passons au titre de rookie. Rookie offensif de la mi-saison, pas de l'année, rookie offensif de la mi-saison. C'était qui pour le joueur défensif qui a parlé en premier, je ne sais même plus. C'était Jordan. Alors, on va redonner à Seb, allez Seb. Joueur rookie offensif. L'offensive rookie of the year, le choix évident pour moi. Oui, je pense qu'il y a un choix évident là-dedans. Ouais. Oui, je pense qu'il y a un choix évident. Daniel Jones.
Non, écoute, Flav, si je dois me faire couper la parole comme ça pour entendre des choses Je vais pareilles, couper le micro. Je vais couper le moi, je démissionne. C'est pour entendre des insanités aux limites de l'insulte. Moi, j'arrête tout de suite. C'est insupportable. Après, Mais si de toute Daniel façon, Jones on a est pas- rookie, ça explique des passes. Hein. Ah oui, ça fait quelque chose. Ça fait, le problème, ça fait 4 ans qu'il est rookie. Donc, mon offensive rookie of the year, c'est Jaden Daniels, le quarterback de Washington. 1945 yards, 9 touchdowns, 2 interceptions, 71,5% de taux de complétion et également 459 yards et 4 touchdowns au sol. Il est sur le rythme d'une saison à 900 yards au sol et il battrait le record de la catégorie pour un QB rookie de RG3 en 2012 avec 815 yards. C'est un modèle de précision en particulier pour un rookie. C'est également un scrambler redoutable qui apprend à courir de façon moins risquée et à se protéger, ce qui n'était pas vraiment le cas en début de saison. C'est sans doute la réponse attendue par Washington depuis des années à leur prière pour un QB à long terme. Et si on va parler de QB rookie, il dépasse tout de même de loin Caleb Williams en termes de performance et de statistiques sur le même poste cette saison. Un petit peu à l'image de ce qu'on avait vécu avec CJ Stroud et Bryce Young l'an dernier, où le numéro 2 était passé devant le numéro 1 de la draft. On a un peu l'impression, Yaya, de revivre un peu le même scénario avec Jaden Daniels, qui semble largement, à la mi-saison, dominer le classement des rookies. C'est surtout que Caleb Williams avait une grosse hype 2 ans avant. L'an passé, la saison a été beaucoup moins forte et il vient de mémoire de USC. On connaît les quarterbacks de USC et leur réussite dans la ligue. Jaden Daniels vient d'une école que tu connais bien, Flav, que tu supportes, c'est LSU, qui a formé quand même pas mal de joueurs NFL. D'excellents joueurs. Hein. Oui, un de vos receveurs, d'ailleurs. Joe Burrow, Malik Nabers, effectivement, mais aussi OBJ. Jamar Chase. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, pour ne citer que Léonard Fournette, si vous voulez qu'on continue. Mais voilà, je suis. J'étais pas forcément. Je ne suis toujours pas un grand fervent des quarterbacks lancés dans le grand bain tout de suite. Là, il y avait besoin à Washington. Et je pense que je sais même pas si c'était le plan au tout début, mais dès le training camp, il a montré qu'il était ready. Bon, Alors, moi, je pense que c'était le plan de le mettre tout de suite, mais de le mettre vraiment, pour le coup, entre guillemets, sans pression, parce que Washington, on s'attendait pas forcément à ce que ça clique aussi bien et à ce que ça performe aussi rapidement, oui. Parce que bon, il y a Jaden Daniels, il y a l'excellent Terry McLaurin, voilà, mais ça reste une équipe qu'on pensait pas armée pour être au bout de 9 matchs à 7-2. On va pas se mentir. Alors, là-dessus, moi, je vais quand même mettre un bémol à ce que tu dis. On oublie une chose, c'est que même la plus mauvaise des équipes, elle est vraiment, des fois, à partir de un joueur, un tout petit clic, et ça change complètement la donne. Les gars, c'est quand même tous, c'est l'élite de l'élite, et une blessure ou un joueur qui performe à sa juste valeur va donner à l'équipe un rang bien supérieur. Donc, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. Enfin, je crois que c'était dans le podcast de mardi qu'on en parlait avec Seb et toi et Vince, Yaya. C'est que cette équipe des Commanders, elle attire maintenant. Elle attire vraiment. Il y a eu cette gestion calamiteuse pendant des années et des années de la franchise. Ça s'est assaini. Les comptes sont plutôt bons. Au niveau du cap space, il y a de la marge. Donc, c'était pas si mal géré. Du coup, c'était pas si mal géré parce que tu as des franchises qui sont reprises où tu as un cap space, mais dégueulasse. Au niveau des tours de draft, tu avais largement de quoi faire. Et d'ailleurs, ils en ont profité à la trade deadline pour aller chercher Marshall Lattimore. Et tu vois, même en lâchant un 3e et un 4e tour, ils sont pas dépouillés complètement de leur tour de draft. Hein. Ils ont encore largement de quoi faire pour l'an prochain. Donc, on a vraiment une équipe, voilà, où les gens ont maintenant envie d'aller.
Et Jayden Daniels, il est arrivé avec l'étiquette de numéro 2. Et on sait tous que quand tu arrives numéro 2 de la draft, c'est pas la même chose que d'arriver numéro 1. Alors, ça paraît être la palissade, hein, mais tu as quand même une pression du numéro 1 de la draft qui est pas la même que celle qu'a pu avoir Jayden Daniels. Alors en plus, il y a eu cette histoire absolument incroyable sur le match contre Caleb Williams, justement, avec cette Hail Mary qui arrive en plus qui donne la victoire à Washington. T'as vraiment l'impression que tout tourne pour eux, quoi. C'est vraiment, en ce moment, tout va bien. C'est peut-être un petit peu ce qui peut être alarmant pour la suite. C'est-à-dire que si la dynamique se coupe, il va y avoir les matchs contre les Eagles, hein, déjà, qui vont un petit peu être juge de paix pour Washington. Oui, mais ça, c'est pour la première place dans la division. Oui, non, mais même pour savoir vraiment là, ils sont partis pour avoir les playoffs. Oui, mais là, ils font quand même Steelers et Eagles. Ça va faire 2 semaines. Un peu rude. On va savoir. On va être un peu plus... Voilà. S'ils sortent avec 2 victoires de Steelers et Eagles, bon... Ouais, s'ils peuvent punir la Pennsylvanie... La Pennsylvanie, non. Jordan, c'est qui ton rookie offensif de l'année? Alors, j'avais évidemment mis Jayden Daniels aussi. Pour ne pas parler que de lui, parce que voilà, on va Parlons que de lui. Faisons un podcast 100% de Jayden Daniels. D'ailleurs, nous allons l'accueillir. Salut Jayden. Hey. Non, hey. Dans les autres joueurs rookies du coup qui pourraient mériter dans un monde où Jayden Daniels ne l'a pas, il y a, je vais faire plaisir à Yaya Malik Nabers. Qui est, je trouve, le meilleur receveur de cette classe de draft. Tu le trouves meilleur qu'Harrison? Ça se joue, mais je pense qu'il a moins de chance dans les passes qu'il reçoit. Désolé, hein, je le dis comme ça. Après, c'est Kyler Murray, c'est pas mauvais. Hein, oui, mais c'est pas le Kyler Murray, le problème, c'était l'autre côté. Voilà. C'est ce que j'avais compris, hein, perso. On est d'accord sur le fait que Malik Nabers, il joue en mode difficile. Ce que je voulais dire, c'est que Marvin Harrison joue pas non plus avec Patrick Mahomes, tu vois. Non, bien sûr, mais bon. Mais voilà, et il y en a un, et c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir sur une saison complète. Enfin, je sais pas si c'est dommage, peut-être c'est mieux pour lui, mais en tout cas, moi j'aurais bien aimé le voir sur une saison complète. C'est Drake May, qui fait des trucs quand même assez incroyables aux Patriots. Le problème de Drake May, c'est qu'il a commencé, je crois, il y a 2 matchs, non, ou 3 matchs, je ne sais plus. 3 matchs. Voilà. 3 matchs, et que malheureusement, quand tu rates les 6 premiers matchs, c'est dur d'aller chercher une récompense. Alors après, il y a beaucoup de fans des Patriots qui sont très mécontents du fait que Jérôme Mayo ait titularisé Drake May parce qu'ils considèrent qu'il aurait fallu vraiment le laisser apprendre pendant 1 an derrière Jacoby Brissett, et que de toute façon la saison était balancée, donc ça servait à rien de lui faire prendre des risques à ce pauvre Drake May, surtout avec une ligne qui est pas toujours fantastique, de lui faire prendre des risques inconsidérés, alors que de toute façon on sait tous que la saison des Patriots, enfin sauf Wake, mais les gens raisonnables savent tous que la saison des Patriots, attention, il y a Kevin Mwamba derrière toi, et Kevin Mwamba aussi, que je salue. Il est derrière toi, hein. Je le salue bien bas, Kevin, mais voilà. Mais je pense que même Kevin sait que la saison des Patriots c'est mort, tu vois. Non, c'est un garçon raisonnable. Non, bien sûr que oui, je suis pas sûr que c'était une bonne idée, mais en tout cas, je pense que s'il avait été sur une saison complète, il aurait peut-être pu être dans la discussion. Et il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité qui est 2e pour l'instant chez les bookmakers. Alors évidemment, le grand favori c'est Jayden Daniels. Le 2e pour l'instant c'est Bonix des Broncos. Ça c'est n'importe quoi. De quoi? Ça c'est n'importe quoi. Non mais ça c'est n'importe quoi, genre vraiment. Si en même temps il me être n'importe qui. Je trouve qu'il fait quand même un sacré boulot du côté de Denver. Il tient la baraque. Je pense que le duo qu'il va former avec Sean Payton va être à regarder dans les années suivantes. Mais effectivement, là aujourd'hui, notre ami Jayden Daniels, il prend la ligue sur sa tornade blanche, quoi. Hein. Et dans le top 5 des rookies offensifs de l'année pour le moment, nous avons donc Jayden Daniels, Bonix. Nous avons également Brian Thomas Jr. de Jacksonville, qui réalise effectivement une saison assez intéressante. Et Brock Bowers, le tight end des Raiders de Las Vegas, qui lui est en route pour le record de réception
dans une saison, qui appartient pour l'instant à Puka Nacua, mais pour l'instant il est en avance sur les temps de Puka Nacua. À la mi-saison, il pourrait avoir le record du nombre de réceptions. Et alors, il a quand même Gardner Minshew. Avec Gardner Minshew Croûte et Aidan O'Connell. Avec Gardner Minshew, et c'est un tight end. Oui, et c'est un receveur. Donc l'exploit n'est pas mince. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et puis je pense qu'avec le départ de Davante Adams, il risque encore plus d'avoir de réceptions sur la deuxième partie de saison. Puis généralement, on sait que quand les rookies sont proches d'un record, tout est fait pour qu'ils puissent aller chercher. Surtout que les Raiders n'ont pas grand-chose d'autre à jouer dans cette saison, si ce n'est donc aller donner ce record à Brock Bowers et aller battre Derek Carr pour que ce soit le premier quarterback à faire 32 défaites contre 32 franchises différentes. C'est à peu près les deux seuls objectifs des Raiders en cette fin de saison 2024. Je veux quand même pas être, on va dire, l'oiseau de mauvais augure, mais je viens de regarder la liste des rookies offensifs depuis 1967 et il n'y a pas de tight end. C'est jamais arrivé. Il en faut bien. Ouais, mais tu vois, même quand Kyle Pitts avait dépassé les milliards, etc. et tout, il l'avait pas eu. Le problème. Mais ça, c'est parce que c'était un Falcons. Non. Le problème du poste de Titans, objectivement, c'est qu'en fait, tu es très vite comparé avec les receveurs et factuellement, tu fais quand même des tracés souvent plus courts quand tu es Titan, donc tu fais moins de yards. Pour le rookie défensif de l'année, qui est-ce qui veut se lancer? Jordan, Yaya, vas-y mon Jordan. Ouais, c'est pareil. Alors pour moi, il y en a un, je pense que ce sera lui qui l'aura. C'est le favori des bookmakers aussi, j'imagine, Jared Verse. Correct. Je te confirme. J'ai mis lui. Voilà. L'autre, on va dire, son principal concurrent, alors je sais pas comment on prononce son nom, c'est le des Colts, Laiatu Latu. Voilà, c'est pas facile. Je sens que Seb, il va vouloir nous le prononcer, Laiatu Latu. Laiatu Latu. C'est bien. T'as vu un peu, là. Mais de mémoire, Jared Verse, il domine la ligue parmi les rookies en termes de pression infligée au quarterback. Il est globalement très bon du coup chez les Rams. Donc voilà, ça me semble être plus ou moins acté, je dirais. Oui. Pour toi, Seb, Yaya, c'est pareil? Oui, complètement. Pour moi, il sort d'une grosse fac. C'est un joueur référencé. 3,5 sacs, un force fumble. Bon, ben, voilà, n'en jetez pas. Hein. La coupe est pleine. Seb, Jared Verse sans discussion. Complètement sans discussion. 3 sacs et demi, 32 pressions, un pressure rate de 19,1%. C'est considérable. Grosse mobilité, très puissant, très explosif. Alors, il joue plus sur ses qualités physiques que sur ses qualités techniques, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est sans doute la pièce autour de laquelle les Rams vont construire leur défense pour les années à venir. Correct. Alors, Jared Verse, qui est assez nettement donné chez les bookmakers favoris, il a quand même un concurrent, c'est Laiatu Latu. Après, c'est Kenyon Mitchell et Braden Fisk qui sont 3e et 4e. Celui qui écrase vraiment la concurrence, c'est Jayden Daniels. Actuellement, il a une cote moyenne chez les bookmakers étrangers de 1,15. Pour le titre de rookie offensif de l'année, autant vous dire, sauf blessure, que normalement, ce sera pour lui. Alors, un titre qui risque d'être un petit peu plus disputé, et là je vais donner la parole en premier à Jordan, évidemment, c'est celui de Comeback Player of the Year. Mais qui va-t-il bien pouvoir... Alors vraiment, le suspense est à son comble. Matt Ryan. Matt Ryan aussi, allez. Comeback Player of the Year, soyons fous. J'ai évidemment choisi le quarterback de 36 ans des Atlanta Falcons, Kirk Cousins, qui revient de blessure, d'une season-ending injury, qui a transformé cette équipe et cette fanbase après 2 ans de traumatisme infligé par Marcus Mariota et Desmond Ridder. Non, objectivement, il fait une très bonne saison à Atlanta. Il apporte beaucoup. Il a fait changer de dimension ses receveurs et son armada offensive. Même Kyle Pitts a depuis retrouvé un petit peu, depuis quelques matchs, a retrouvé des couleurs. Drake London fait une très bonne saison. Darnell Mooney est en train de tout exploser et c'est aussi en grande partie lié aux passes et à la qualité de passe de Kirk Cousins.
Il a connu un match face aux Steelers, le premier match qui était très difficile, mais après il a avoué ne pas être remis complètement. Là, la semaine dernière, face aux Cowboys, on l'a même vu tenter des courses pour aller arracher des first down, etc. Non, vraiment, Kirk Cousins, en plus de ça, gère aussi très bien le chrono, a fait quelques très beaux drives, drive gagnant du 4e quart-temps. Notamment face aux Eagles. Tu pouvais y aller en anglais. Hein, ouais, mais voilà, je voulais pas quand même, je voulais quand même que Yaya reste le master English incontesté, tu vois. Et si vous découvriez mon bel accent, ça lui aurait fait de l'ombre, donc ça m'embête. Ouais, c'est embarrassant. C'est embarrassant pour Yaya. Voilà, exactement. Non, donc vraiment, moi je trouve que Kirk Cousins est le candidat idéal pour ça. Et puis en plus, ça m'emmerderait que ce soit Joe Burrow qu'il est. Donc voilà. Au moins c'est dit. Voilà, ça au moins c'est dit. Alors, moi, ça m'embête que ce soit un Falcons. Mais honnêtement, je le reconnais, je le confesse, et les autres fans des Saints ne m'en voudront pas. Mais Kirk Cousins, c'est un joueur et un homme que j'apprécie dans la ligue. Alors ça m'embête qu'il soit chez les Falcons, ça m'embête. Mais ça me ferait plaisir pour lui qu'il gagne un titre, tu vois, je te le dis. Oui, bon, voilà, Yaya, il est pas content parce qu'il aime pas Kirk Cousins. Mais voilà. Non, mais c'est pas que j'aime pas Kirk Cousins, mais il pas Kirk Cousins. Mais non, mais c'est moins bon que Daniel Jones, je te rappelle. T'as le droit d'avoir des mauvais goûts, mais c'est chacun son goût, quoi. Moi, oui, c'est un garçon qui m'apparaît. Après, je le connais pas personnellement, mais il m'apparaît comme quelqu'un de plutôt sympathique, tu vois. Donc, oui. Voilà. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a l'air d'avoir un boulard pas possible, imbuvable en conférence de presse, tu vois. Voilà. Ça nous change de certains autres quarterbacks, quoi. Si tu vois qui je vis. Si tu vois pas, regarde du côté de New York et pas ta franchise. Voilà. Entre autres. C'est vrai que je l'ai pas cité lui, mais peut-être c'est parce qu'ils sont en 3-6, je sais pas. C'est peut-être ça. Il est peut-être parti dans une grotte pour penser à son titre. Mon Seb, tu mets qui toi? Kirk Cousins, évidemment. C'est quand même difficile de passer à côté. C'est vrai que le nom de Joe Burrow revient régulièrement, et c'est vrai que par rapport à Cousins, on a tendance à oublier que Burrow a manqué une grosse partie de la saison dernière, et qu'effectivement, ça le rend éligible à ce titre de Comeback Player of the Year, d'autant que, rappelons-le, les stats de notre ami Joe Burrow sont quand même monumentales cette année. On parle de 70,2% de complétion, 2244 yards, 20 touchdowns, 4 interceptions. Mais néanmoins, Cousins revient d'une blessure qui, en règle générale, en particulier un athlète de cet âge-là, 36 ans, on le rappelle, est synonyme de fin de carrière. Et pourtant, malgré un début de saison, en particulier une première journée qui a été un petit peu compliquée. Il faut rappeler qu'il n'avait pas joué la pré-saison aussi. Hein. Il n'avait pas joué la pré-saison, et ça s'est vu. Il nous donne une saison à 69,2% de taux de complétion, 17 touchdowns, 7 interceptions, 2328 yards, une perf énorme en week 5 contre Tampa Bay avec 509 yards lancés et 4 touchdowns. Le jour de l'intronisation de Matt Ryan, d'ailleurs. Le jour de l'intronisation de Matt Ryan au Ring of Honor Et record de franchise, pour le coup. Et record de franchise au passage. Le jour de l'intronisation de Ryan au Ring of Honor des Falcons. C'était quand même pour Atlanta un pari un petit peu risqué de prendre un joueur de cet âge-là avec une telle blessure et surtout avec un tel contrat, parce qu'il a signé un contrat absolument considérable. Sa mobilité est quand même un souci, mais Atlanta fait en sorte que ça fonctionne. Il lance 93,7% de ses passes dans la poche. Donc inutile de vous dire que les rollouts et les scrambles, c'est pas exactement la spécialité du monsieur. Mais cette attaque en passe rapide, elle fonctionne. C'est la 12e attaque en scoring de la ligue et la 6e à la passe. Ils sont en tête de la NFC Sud. Que dire de plus? Bon, Yaya, toi qui adores Kirk Cousins, t'as choisi quelqu'un d'autre? Oui, moi c'est Joe Burrow. Ah bah oui. Non, mais j'ai pris Joe Burrow, les stats parlent d'elles-mêmes. Après... les victoires aussi. Non, mais... Kirk Cousins... On s'arrête à des détails. On s'arrête à des victoires, enfin, on pas le temps. Et les victoires morales, monsieur, t'y as pensé? Il va nous faire son tuture, il va nous dire oui, mais de toute façon, toutes les défaites des Bengals, c'est la faute de la défense, alors, ce qui n'est pas faux en soi. Hein. Oui, non, mais il a fait de la stat. Il a qu'à mettre 50 points, et puis comme ça, au moins, ils gagneront. Moi, je pense qu'il y a un... Après, effectivement, tu as tout dit, il a une très bonne image, il a une image
Voilà, et il fait sa carrière sur Kirk Cousins. Il fait sa carrière là-dessus, sur sa bonne image. Joe, il n'a pas une mauvaise image non plus. Oui, c'est Macaulay Culkin, mais Hélène DeGeneres. Oui, enfin plutôt maman j'ai raté l'avion. Hein, mais à côté de ça, tu vois, enfin Kirk Cousins, tu vois, c'est le gars sympa, lisse. Voilà, sans saveur. Joe Burrow, tu vois, c'est plus le gars qui va fumer des... saveur, mais quelle honte. Non, mec. Mais non, mais jamais un mot plus haut que l'autre. Non. Ah non, il a le droit d'être bien élevé, ce garçon. C'est pas de sa faute, quand même. Il a eu des parents, lui. Bon. Vas-y, mon Jordan. Je me retrouve à défendre un Falcons. Véridique, est-ce que tu as vu le document Quarterback du coup sur Netflix où il y a Kirk Cousins dedans? Oui, j'ai vu. Alors là, ça a été le pire de tout pour moi. Ah bah non, moi c'est là qui m'a parlé. Il a un capital sympathie dedans qui est incroyable. Merci Flav. Mais bien sûr, c'est encore ça qui m'a renforcé son image de personne extrêmement sympathique. Extrêmement humble surtout. Mais oui. Le gars, c'est un amour, c'est un papa de famille simple comme tout. C'est monsieur tout le monde. Moi, je l'adore, Kirk. Voilà, je le dis. Oui, je me rappelle que dans le même documentaire, il y a Marcus Mariota qui pense qu'à manger McDo. Voilà. Le Tom Brady hawaïen. C'est ça. Voilà, c'est sûr que bon. Voilà. En tout cas, moi j'aime bien Kirk Cousins et je défendrai Kirk Cousins pour ce titre. Oui, voilà. oui. Non, mais, tu vois, comme quoi on peut avoir de la solidarité en NFC Sud, ça arrive de temps en temps. Exactement. Voilà. Et puis bon, si par contre il pouvait se retenir un petit peu pour le match de dimanche, comme j'ai été gentil avec lui, ça pourrait être sympathique. Avec le changement de coach, tu vas voir. Oui, je crains l'électrochoc et. Ça c'est un autre problème. De toute façon, s'ils doivent en gagner qu'un jusqu'à la fin de saison, c'est celui-là qu'ils vont choisir. Hein, tu sais, non, ils vont gagner les Giants, je te rassure. Ça, c'est pas faux. Alors, pour le favori, c'est évidemment Kirk Cousins devant Joe Burrow. Troisième au rang des favoris des bookmakers, c'est J.K. Dobbins des Chargers de Los Angeles, qui est éligible aussi. Damar Hamlin, quatrième, Aaron Rodgers, cinquième sur le listing. Pour retrouver trace de Daniel Jones, il faut aller à la 21e place des bookmakers. Pour trouver éventuellement Daniel Jones comme comeback player of the year. Il est devancé, rappelons-le quand même, par Cam Akers, Juju Smith-Schuster, Anthony Richardson, Mason Rudolph ou encore Jameis Winston. C'est comme quoi, hein. Voilà, bref. Faut-il aller plus loin dans cette explication? Ce n'est pas la peine. Le coach de l'année, qui va être coach de l'année? Là, il peut y avoir un petit débat. Mon cher Seb, qui tu mets comme coach de l'année, toi? C'est vrai, débat. Il y avait plusieurs choix possibles. J'ai beaucoup hésité entre deux noms. Mike Tomlin et Dan Quinn. Et je choisis Dan Quinn des Commanders. C'est l'histoire de la vie de Mike Tomlin, ça. Il est toujours dans la discussion. Il est toujours à la discussion, et là, je me suis senti obligé de choisir Dan Quinn. Dan Quinn, il se retrouve à la tête d'une équipe qui est en tête de la NFC Est à 7-2. C'est certainement l'équipe dont les résultats dépassent les espérances en 2024. Il y a des experts qui disaient que Washington allait monter en puissance, mais je pense que personne ne les voyait à ce niveau-là. Il a su très bien s'entourer, notamment avec Cliff Kingsbury, en offensive coordinator. Il a fait monter la défense de Washington, qui est sa spécialité, la défense. Hein, c'est son corps de métier, de la 32e place en 2023 à la 11e au moment où on se parle à la mi-saison. Et puis, il a su recruter sur cette défense des free agents qui se sont avérés très productifs. Bobby Wagner, Frankie Louvu, Dante Fowler, Dorrance Armstrong, tous ces gens-là, ils sont top sackers ou top plaqueurs du club. Et puis là, ils viennent de te rajouter la Timor en plus dans le backfield. Ils viennent de rajouter la Timor là, cet après-midi, donc tout va bien. Et puis, il a un parcours pro quand même qui parle pour lui, il n'y a qu'à voir avec qui il a travaillé ou pour qui il a travaillé. Matt LaFleur, Mike McDaniel, Ryan Morris, Kyle Shanahan, Jeff Ulbrich, etc. C'est-à-dire que des gens qui ont eu des postes de coordinateur ou maintenant pour certains des postes de head coach en NFL. Il y a peut-être un effet de nouveauté du côté de Washington avec un calendrier que certains ont qualifié de facile, mais vu ce qu'il met en place dès sa première année, c'est quand même particulièrement prometteur pour cette franchise qui
comme tu l'as dit plutôt Flav, en plus redevient attractif pour les joueurs NFL. Ce qui est en plus incroyable, c'est le parcours aussi de son épouse, hein, qui est médecin. La fameuse Dr. Queen, femme médecin. Mon Yaya, la rédaction de The Free Agents se désolidarise totalement de propos et on laisse l'entière responsabilité à Flav. Mon cher Yaya, tu prends qui? Moi, c'est un coach qui tourne autour depuis plusieurs Ryan saisons. Dabble. Non, il a déjà eu, voilà. Mais non, moi c'est Dan Campbell. Pour la simple et bonne raison, c'est que il caracole en tête de la NFC. T'es très Lions ce soir. Ouais, alors, de la part de Yaya, je l'aurais pas cru, tu vois, oui, moi non plus. Lions. Honnêtement, avec tout ce qu'il a pu dire la saison dernière. À mon avis, tu vois, le train des Giants est en train de croiser le Michigan. Il s'apprête à sauter dans le wagon des Lions, tu vois. Ah non. Il va virer sa cutie. Mais non, mais ils vont se vautrer lamentablement en playoff. Mais de toute façon, j'aime pas Jared Goff, il est trop gentil. Mais me lance pas là-dessus, Flav, parce que attends, non, c'est pas possible. Rien, il sert à rien. Tu vois, il est au quarterback parce que Indianapolis est en franchise, ça sert à rien. Il serait pas là, pareil. On salue les fans d'école qui nous écoutent. Voilà, qui n'ont rien demandé. En plus. Parle-nous de Dan Campbell plutôt, s'il te plaît. Non, mais je trouve que c'est un sacré bonheur d'homme. Il a ancien Saints. Ouais, et il a mis un état d'esprit dans cette équipe. Alors c'est do or die, hein, c'est-à-dire que c'est tout à l'énergie. Il les tient. Il a fait une équipe à son image. C'est un peu du grit and grind quand même sur les bords. Moi, je trouve que c'est plaisant à voir jouer. Et puis voilà, ça y va à fond. On va voir ce que ça va donner sur la fin de saison. Oui, il est servi par des bons coordinateurs aussi. Alors, c'est son mérite, hein, Dan Campbell, il n'y a pas de problème, mais ses coordinateurs sont plutôt, notamment offensivement, sont plutôt... Ouais, Ben Johnson, il a monté des jeux qui étaient vraiment plutôt novateurs. Bon, il faut bien qu'il ait un moment ou un autre, parce que à mon avis, c'est l'année ou jamais pour lui. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait, mais après, effectivement, le choix de Mike Tomlin... au bout d'un moment, voilà, c'est un scandale qu'il n'ait jamais eu, Mike Tomlin. Il va en avoir un pour l'ensemble de son œuvre un jour, un peu comme comme les César d'honneur. On va mettre un coach offensif de la décennie, un coach de la décennie pour Mike Tomlin. Oui, mais tu vois, contrairement aux Lions, les Steelers ont cette stabilité dans la performance. Où ils ont un plancher qui est quand même très très haut pour la NFL. Il a tout le clan qui est derrière lui, le fameux clan Campbell. Ouais, ça va être long la fin de saison. Non, en fait, je fais le bruit du vent pour montrer à quel point ça souffle. Alors, si c'est des Écossais, attention au kilt, hein, s'il y a du vent. Ça peut, voilà. Ça va mal finir. Ça va mal terminer cette affaire. Je le sens mal. Mon cher Jordan, qu'est-ce que t'as pris, toi, Raheem Morris? Non. Non, même si, en vrai, faut voir la fin de saison. Non, j'avais pensé aussi évidemment à Dan Quinn, mais on en a déjà longuement parlé. Dan Campbell, je vais vous le dire texto, je suis pas fan. C'est parce qu'il vient des Saints. Non, en fait, si vous voulez, parce que j'allais parler de Andy Reid, parce que mine de rien, quand même, son équipe est en 8-0. Mais en fait, c'est un peu, je trouve, le problème de ces équipes, et les Lions et je trouve les Chiefs partagent ça. En fait, elles sont fortes, mais elles sont attendues fortes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est un train qui arrive à l'heure. Ouais, voilà, exactement. Et donc, en fait, du coup, ils gagnent très bien, en fait. Voilà. Non, moi je trouve que effectivement Mike Tomlin, ce qu'il fait encore une fois avec les Steelers, ça reste quand même très fort. On le rappelle, c'est un coach qui n'a aucune saison en dessous de 50% de victoire. Faudrait un jour qu'il l'ait quand même, ce serait mérité. Alors peut-être pas sur une saison, mais en tout cas sur l'ensemble de ce qu'il a fait aux Steelers.
Là, cette année, faut voir ce que ça donne à la fin de la saison, mais pour l'instant, en tout cas, son équipe est leader de la FC Nord, si je ne me trompe pas, ou à égalité avec les Ravens, quelque chose comme ça. Oui, c'est une histoire de bail. Voilà. Donc pour l'instant, allez, va pour Mike Tomlin. Mais effectivement, Dan Quinn, je trouve aussi un choix potentiel assez fort, d'autant plus que Dan Quinn, pour le coup, est arrivé dans une situation, je dirais pas facile, parce qu'on n'annonçait pas Washington comme une très bonne équipe. Parce qu'il avait quitté les Falcons après 5 en 0, après avoir laissé l'équipe en 0-5 avec 5, en très piteux état. Et surtout qu'il n'avait pas retrouvé de poste de head coach, il s'était retrouvé coordinateur donc défensif des Cowboys. Il avait plutôt bien bossé parce que les Cowboys avaient fait 3 saisons en 12-5 avant de subitement redevenir nul à son départ. Subitement cette année, quoi. Oui. Voilà, et puis surtout, en effet, c'est surtout un dénicheur de talent d'exception, Dan Quinn. Tu en parlais, Mike McDaniels, Kyle Shanahan, Matt LaFleur ont tous fait partie à un moment donné du coaching staff de Dan Quinn lorsqu'il était head coach. Et il a appris des meilleurs, notamment en défense, avec Pete Carroll et Nick Saban. Voilà. Rien d'autre à ajouter. Non, donc oui, c'est le choix numéro 1, alors choix numéro 2, Mike Tomlin. Mais je te dis, ça va dépendre aussi. Je pense que là, il y a une rencontre Steelers-Commanders qui arrive. Elle peut être déterminante dans le choix de qui gagne à la fin, tu vois. Et donc Quinn pourrait devenir le king, du coup. C'était pas rien. Dan Quinn qui est le favori pour être évidemment coach de l'année. Alors c'est pas d'une grande évidence chez les bookmakers, mais pour l'instant il tient la corde. Le deuxième, son principal concurrent pour l'instant, on l'a pas cité, c'est Kevin O'Connell des Vikings du Minnesota, qui eux aussi font une saison bien au-delà des espérances de début de saison. Bon, de toute façon, Yaya va nous dire que c'est avec un garçon trop gentil et qu'on n'en veut pas. Sinon, on a Sean Payton. Il faudra voir sur la durée si ça se maintient. Qui mange des macarons, oui, on sait. Sean Payton, troisième pour les bookmakers. Suivent ensuite Jim Harbaugh, Andy Reid, Dan Campbell, Matt LaFleur et Mike Tomlin, et seulement septième du classement des bookmakers. Putain, je les trouve dur, hein. Oui, mais c'est l'habitude en fait. Oui, c'est ça. C'est pas une surprise. Alors que les dernières saisons. Sur la dernière saison, c'est des coachs qui généralement ont emmené en fait leur franchise en play-off, alors qu'à un moment dans la saison ou au début de saison, on s'y attendait pas. On a Brian Daboll en 2023, enfin en 2022, on a Kevin Stefanski l'an dernier avec les Browns qui avaient connu beaucoup de blessures. Là, Dan Quinn, c'est un petit peu dans cet esprit-là aussi. C'est une franchise qu'on n'attendait pas forcément en play-off et qui va peut-être aller au-delà des attentes. C'est pour ça que ça me semble plus logique qu'un Mike Tomlin, qui on est tous d'accord le mériterait. Mais voilà. C'est pas une surprise, il va faire sa saison positive comme d'hab. Ouais, mais il a un effectif lui aussi. Je suis d'accord avec toi, mais moi, il aurait déjà dû l'avoir l'an dernier pour moi. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Pour moi, ce qu'il fait avec les Steelers, c'est complètement dingue. Et tiens, d'ailleurs, on salue Romain de Steelers France, tant qu'on en parle. De nos amis des Steelers. Bon, les amis, voilà pour le classement et les awards de cette mi-saison. On va quand même rappeler rapidement le programme de cette prochaine semaine de compétition qui va commencer donc dans la nuit comme d'habitude, de jeudi à vendredi avec un duel. Alors attendez, il faut que je ressorte mon tout petit calendrier. Voilà, la nuit de jeudi à vendredi avec un duel. Ah oui, d'AFC Nord entre les Ravens de Baltimore et les Bengals de Cincinnati. Ça va être assez sympathique à suivre. Ça va être marrant. On va voir si Derrick Henry poursuit sa série de matchs avec un touchdown. Ensuite, dimanche, n'oubliez pas un match en Allemagne à 15h30 à Munich, à l'Allianz Arena. Les Panthers reçoivent les Giants de New York. Alors, c'est peut-être pas l'affiche la plus alléchante sur le papier, mais n'empêche que elle est là, donc il faut bien y passer, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Ensuite, on aura les Bears face aux Patriots, un duel entre Drake May et Caleb Williams, qui sera assez marrant à suivre aussi. Les Colts reçoivent les Bills, les Chiefs reçoivent les Broncos pour tenter de rester invaincus et de passer à 9 victoires et 0 défaites. Les Saints accueilleront les Falcons d'Atlanta, les Buccaneers
se frotteront aux 49ers de Seb, avec le retour normalement de CMC sur le terrain. Les Commanders affronteront les Steelers, les Jaguars rencontreront les Vikings, les Chargers se frotteront aux Titans du Tennessee, les Cowboys joueront contre les Eagles dans un duel de NFC Est, et les Cardinals rencontreront les Jets. Ça, c'est pour les matchs de dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Nous aurons un duel entre les Texans et les Lions, deux équipes à forte hype sur cette dernière saison et demie. Et enfin, le Monday Night Football opposera les Rams de Los Angeles aux Dolphins de Miami, de Tua Tagovailoa, qui, la dernière fois qu'il a joué en prime time, a fini au sol avec une commotion cérébrale. On ne lui souhaite pas la même chose pour ce mardi, bien évidemment, mais on restera quand même réveillé toute la nuit, histoire, on ne sait jamais. Les amis, merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se retrouve vendredi soir en live à 22h, 22h15, 22h30, parce que bon, c'est avec Wake, donc on ne sait jamais trop à l'heure à laquelle on arrive, mais c'est sur les coups de 22h pour présenter toute cette 10e semaine. Il y aura peut-être Bertrand avec nous s'il n'est pas déjà parti manger des saucisses du côté de Munich. On se retrouve donc à cette occasion-là et dès mardi pour faire le débriefing de toute cette 10e semaine de compétition. Merci Seb, merci Jordan, merci Yaya, merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao. On se dit à très vite sur TFA. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.